mercredi 16 avril. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Un nouveau protocole d'accueil au CHPF a été présenté ce matin. Chaque mois, plus de 4000 patients sont pris en charge aux urgences de l'hôpital. Un flux très important et pas toujours pour des cas urgents. Tous les détails sur cette réorganisation au début de ce journal. Nous irons ensuite au tribunal de Papeete pour le procès d'un matricide. Un homme est accusé d'avoir tué sa mère par strangulation. Une affaire où relations passionnelles, sacrifices et tensions familiales se mêlent. La justice qui sera également au cœur d'une interview ce soir avec Ludovic Fria. Le président de l'Union syndicale des magistrats est en visite au Fénois. Il est notre premier invité. Et puis il y aura du sport dans ce journal avec cet événement très attendu. Les Polynesian Battle Games auront lieu ce week-end au parc Veirei. Plus de 300 athlètes sont attendus lors de cet événement phare du CrossFit au Fénois. Nous en parlerons avec notre deuxième invité. L'organisateur Arnaud Cressman sera également parmi nous. Le service des urgences du CHPF se réorganise. Face à l'afflux constant de patients, il dévoile un nouveau protocole d'accueil. Avec plus de 4000 consultations par mois, le service doit faire face quotidiennement à des cas d'extrême urgence, mais aussi à des cas plus bénins. À Nicolas Pérez et Davidson Bennett. Avec plus de 50 000 patients par an à ausculter, le service des urgences du CHPF a revu son organisation pour fluidifier son temps de prise en charge. La plus grande problématique de la population, c'est souvent quand même l'attente. On a envie de tout de suite. Malheureusement, il y a des choses un peu incompressibles dans les structures et qui font que on ne peut pas répondre aussi rapidement que les gens le souhaiteraient. Répondre aux besoins des patients, c'est aussi mieux les guider dans leur parcours de santé. Dans ces salles d'attente, de nouvelles signalétiques sont exposées. Autre changement pour une meilleure prise en charge, un accompagnement optimisé. En plus des équipes soignantes, nous avons mis des aides-soignantes qui sont là en fait vraiment pour aller auprès d'eux, pour évaluer la situation de l'attente, comment ils sont, comment ils vont, de quoi ils ont besoin en attendant, en patientant. Et ça surtout pour les patients les moins urgents finalement, parce que ceux qui sont urgents, ils sont tout de suite pris en charge. Côté gestion des espaces de soins, des locaux compartimentés selon les pathologies des patients. Un service d'urgence mineure aura son propre espace et sera ouvert quotidiennement de midi à minuit. Service qui concerne un quart des consultations à l'année. C'est de la consultation en fait, clairement. Donc il faut que les gens soient vus. Il faut qu'ils soient vus. Il y a une demande de soins quoi qu'il arrive. Après, elle peut être urgente ou moins urgente. Et donc c'est pour ça qu'on priorise ces patients. Et la mise en place, l'extension en tout cas de l'ouverture de la filière courte est intéressante pour nous pour désengorger aussi les urgences. Désengorger et réduire ces temps d'attente pour maintenir un service efficace passe également par une nouvelle stratégie de recrutement. Pour valoriser la filière et faciliter l'embauche à long terme, le pays réfléchit à une refonte complète du statut des personnels soignants. Créer un espèce de statut qui soit général, pas que de la direction de la santé et du CHPF, mais d'homogénéiser ce statut. C'est quelque chose qu'on veut proposer au ministère de la fonction publique, de manière à ce qu'il soit porté jusqu'à l'APF pour pouvoir améliorer les conditions d'attractivité des personnels hospitaliers et des médecins en Polynésie française. Ces nouveaux protocoles d'accueil ont également permis au service des urgences de créer de nouveaux postes dans ce service qui affiche un effectif de 171 personnes. La nouvelle a été annoncée par sa famille. Jean-Paul Barral est décédé à l'âge de 81 ans. Il a été notamment conseiller à la mairie de Fa'a'a, cofondateur du parti Yamana Te Nuna'a, mais aussi enseignant et directeur d'établissement et président du conseil d'administration de l'OPT, mais aussi de TNTV. Une veillée ouverte à tous aura lieu ce jeudi à 18h à Minshiou, à Aroué. L'enterrement, lui, sera réservé à la famille.
Direction le palais de justice maintenant, où depuis ce matin, les assises se penchent sur un drame familial d'une rare intensité. Le 9 octobre 2022, un quarantenaire tue sa mère par strangulation à Taravao, un matricide qui pose une question principale. Comment un homme que rien ne prédestinait au pire a-t-il pu commettre l'irréparable? Athéna Milkam, Tawiti Tauniwa Moussan. Il a d'abord essayé de l'étouffer, puis l'a étranglé de ses propres mains. L'accusé a réaffirmé les faits ce mardi devant les jurés, plus de 2 ans après la mort de sa mère, alors âgée de 78 ans. Une première audience marquée par le récit d'une relation mère-fils intense, presque exclusive. L'accusé parle d'un lien fort, d'un amour sincère, mais aussi d'une culpabilité constante de ne pas pouvoir lui consacrer tout son temps. Il s'occupait d'elle au quotidien. Le tribunal s'attarde aussi sur son passé, son homosexualité révélée à 25 ans, les tensions familiales, notamment avec 2 de ses frères. Il ne se reconnaît absolument pas dans la personne qui a pu mettre à mort sa maman. C'est quelqu'un qui aimait profondément sa mère. Il avait voué sa vie à sa mère, sacrifié sa vie à sa mère. Et lorsque je disais tout à l'heure que quelque part tuer sa mère c'est un petit peu se suicider, je n'ai pas l'impression qu'il attende... Je ne sais pas ce qu'il attend finalement de la vie. À l'audience, un expert psychiatre dresse un premier profil. Pas de maladie mentale pouvant altérer le jugement, pas de trouble de la personnalité, mais un caractère obsessionnel, une faible empathie évoquant un possible trouble autistique. L'expert écarte l'impact d'une dépression sur son jugement. Et ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer la souffrance de ses enfants, en l'occurrence d'un de ses fils, qui ne verra plus jamais sa mère, ne pourra jamais lui dire au revoir. L'intérêt aujourd'hui, c'est surtout qu'il soit reconnu, lui, en tant que victime indirecte. C'est un crime rare, heureusement, mais c'est un crime rare parce qu'on tue sa propre mère. Et de la même façon, mon client, il a perdu sa mère tuée des mains de son frère. Le procès se poursuit demain. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, et finalement, si le procès a bien démarré ce matin en raison d'une erreur juridique, les magistrats ont finalement décidé de l'interrompre dans l'après-midi et de renvoyer le jugement de l'affaire au mois d'octobre. Et toujours en justice, nous recevons ce soir le président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, Ludovic Fria. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV ce soir. Vous êtes un magistrat expérimenté, vous avez une très longue carrière. Vous avez exercé 20 ans en Nouvelle-Calédonie où vous avez été juge d'instruction, juge d'instance et président de chambre correctionnelle avant de devenir vice-président de chambre pénale au tribunal de Bobigny. Et depuis 2022, vous êtes donc à la tête du premier syndicat de magistrats de France. Alors tout d'abord, quel est l'objet de votre visite au Fénois ? En fait, nous sommes, comme vous le dites, le premier syndicat de magistrats judiciaires de France, et de loin, nous sommes majoritaires. Et c'est la même chose en Polynésie, au Fénois, où notre syndicat est le premier. Donc c'est normal que je vienne voir nos collègues pour m'enquérir de leurs conditions de travail et voir quelles sont leurs difficultés. Par ailleurs, j'ai un tropisme par rapport au Pacifique, car je suis moi-même calédonien. Je suis passé par Nouméa pour voir mes proches, donc j'en ai profité pour faire un crochet par la Polynésie. Alors, votre dernière visite, c'était en 2023, dans un contexte très particulier de tensions, ici en Polynésie, au sein du tribunal de première instance de Papeete, des tensions qui se sont poursuivies, à tel point que 4 inspections ont eu lieu en 3 ans. Est-ce qu'on peut connaître ce soir les conclusions de ces rapports d'inspection ? J'aimerais bien vous le dire, mais moi-même, je n'ai pas accès à ces conclusions. Bien évidemment, j'ai entendu un certain nombre de choses sur ces inspections, ces conclusions. Ce que je sais, c'est que le ministère a pris certaines dispositions, puisque certains collègues ont quitté le territoire, d'autres sont restés. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons maintenant à la tête de la cour d'appel de Papeete 2 nouveaux chefs de cour, dont clairement la feuille de route est de ramener le fonctionnement de notre justice dans sa fonction, que ce soit un fonctionnement, on va dire, serein, un fonctionnement qui permette à nos concitoyens de se dire notre justice est une justice qui est rendue dans de bonnes conditions. Quel était l'objet concrètement de ces tensions qui finalement se sont apaisées aujourd'hui ?
Je pense que, et c'est le problème des insularités, hein, il y avait des difficultés relationnelles entre certains collègues, il y avait des façons de voir les choses qui étaient différentes. Tout ça, effectivement, a dérivé. Nous, ce qu'on a dit à l'USM, syndicat, je le rappelle, apartisan et majoritaire, c'est qu'il faut ramener, effectivement, un fonctionnement institutionnel qui permette de fonctionner normalement. On n'est pas dans un tribunal là pour s'apprécier, pour s'aimer, mais on est là pour travailler ensemble au service des concitoyens. Et finalement, j'espère qu'on va pouvoir y arriver. On va parler justement de la durée de séjour des magistrats en Polynésie, notamment dans les Outre-mer. Elle est de plus en plus discutée. Peut-on continuer de rester impartial, Ludovic Friat, alors que certains restent en poste au Fénois parfois plus de 20 ans ? C'est une difficulté. Alors, c'est une difficulté au niveau national, hein, puisque les magistrats, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, sont inamovibles. C'est-à-dire qu'ils restent en poste aussi longtemps qu'ils le désirent et qu'ils le souhaitent. Ce que je pense, c'est que, et pourtant j'ai été longtemps en poste en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'à partir d'un certain moment, il est bon de pouvoir confronter sa pratique professionnelle à d'autres types de fonctionnement. C'est très important quand on vient outre-mer, me semble-t-il, d'être ouvert sur le pays, sur le spécifique du pays, sur les gens, sur les façons de faire, mais aussi il ne faut jamais perdre de vue ces bases professionnelles, hein, pour les magistrats, qui sont la délicatesse, qui sont l'humanité, qui sont la loyauté. Il faut trouver un juste équilibre. Après, ça pose le problème des ultramarins qui exercent la profession de magistrat. Il faut effectivement qu'ils puissent faire des allers-retours entre la métropole et le territoire dont ils sont originaires. Se confronter aussi aux réalités métropolitaines. Il faut s'ouvrir. Je veux dire, par là, on ne peut pas faire une carrière de 30 ou 40 ans au même endroit. Ça me paraît difficile. Alors, des affaires de violence intrafamiliale sont régulièrement jugées ici en Polynésie, un véritable fléau, vous le savez. Les peines prononcées, est-ce que vous trouvez qu'elles sont suffisamment dissuasives ? Forcément, étant président d'un syndicat de magistrats, je ne suis pas là pour commenter les peines. Il y a deux choses. Il y a effectivement une action résolue qui doit être faite par notamment le pays pour amener les gens à réfléchir sur les actes qu'ils posent, amener les gens effectivement à une éducation, hein, par rapport à la violence qui, dans un couple, la violence ne doit jamais être une réponse, et encore moins dans un couple, et aussi faire comprendre que les violences intrafamiliales, c'est une vraie délinquance, c'est pas une sous-délinquance. Il n'y a pas d'un côté le trafic de stupéfiants, d'un côté les violences dans la rue, et puis une sous-délinquance qui serait les violences intrafamiliales. C'est une vraie délinquance qui doit être traitée comme telle. Après, il faut, au-delà des peines d'emprisonnement aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement penser à des alternatives à l'emprisonnement ? C'est nécessaire. Enfin, je pense, vu la gravité de certains actes posés, la délinquance, cette délinquance-là, l'emprisonnement peut être une réponse, permet les gens de réfléchir, se dire oui, je suis un vrai délinquant, mais pas forcément dans tous les cas. Enfin, je veux dire par là, il faut réfléchir. Je ne sais pas si le Fénois possède cet outil-là. Par exemple, à des lieux d'accueil, pas seulement pour les victimes, mais des lieux d'accueil pour les hommes ou les conjoints violents. C'est souvent des hommes, mais ça peut être aussi parfois des femmes. Il faut des lieux d'accueil pour les extraire aussi, effectivement, du domicile familial. Ça ne doit pas être la victime qui, systématiquement, doit avoir la double peine de devoir partir de chez elle. C'est en réflexion et même des projets en cours et déjà réalisés, il me semble, ici en Polynésie. Merci beaucoup, Ludovic Friat, d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup à tous. Elle vous a peut-être réveillé la nuit dernière. La foudre s'est abattue sur Tahiti. Les îles du Vent sont toujours placées en vigilance orange pour forte pluie. Le centre-ouest du pays est en jaune pour orage. Reivave, Tetiaroa et Faa'a ont enregistré d'importants cumuls de pluie au cours des dernières 24 heures. À Paia, les sinistrés des intempéries de samedi redoutent de nouvelles inondations. Laure Philibert, Mataihorei. Ils ont les pieds dans la boue depuis samedi. Les propriétaires de cet ancien commerce de Vaitupa à Paea ont vu l'eau monter après les fortes pluies de la fin de semaine dernière. Des pluies qui ont totalement détruit cette passerelle qui jouxte la boutique. Il y a eu des grands troncs d'arbres, de la racine jusqu'à la tête, qui ont été déversés et qui sont arrivés jusqu'à nous. Ça a bouché le caniveau, ça a détruit des ponts. Nous, le pont pour aller, on a un petit verger de l'autre côté, on ne peut pas y accéder.
c'est le service de l'équipement qui doit s'occuper du caniveau. Ils ont commencé par le magasin Saco de l'autre côté, là, et ils vont arriver vers nous, j'espère pour aujourd'hui. La grisaille et les alertes météo inquiètent ces sinistrés qui redoutent de se retrouver une nouvelle fois inondés. On ne dort pas bien, on est déjà un peu malade parce que on n'est plus très jeunes, hein. Donc tout ça accumulé, c'est très angoissant, très stressant. Si après on doit renettoyer, on a vu ça à la télé chez les personnes donc on pâtit et on vit cette situation-là, hein, ce qui n'est pas évident du tout. On a reçu un communiqué comme quoi donc, il y aura encore des pluies qui vont tomber. Donc on s'est préparé pour ça déjà pour samedi. Donc on s'est préparé logistiquement, matériel et humain, personnel. Des grains orageux et de forts cumuls de précipitations sont attendus dans les heures qui viennent. Météo France appelle à la prudence, notamment aux abords des cours d'eau. Et si le temps s'améliore un peu, l'accalmie en cours devrait être de courte durée, selon Météo France. On écoute Angelo Yakin-Choi, prévisionniste à Météo France. Ces dernières 12 heures, en fait, on a surtout relevé des cumuls qui sont plutôt remarquables sur la zone urbaine, hein, entre Fa'a et Papeete, avec des cumuls de l'ordre de 25 à 55 mm par heure. Hein. Donc des cumuls assez remarquables qui ont touché plutôt la zone nord de Tahiti. Alors il y a eu beaucoup d'impacts de foudre qui ont été notés sur ces dernières heures. En fait, il y a une ligne instable qui s'est installée un peu entre la société et les Tuamotu. Et donc en fait, cette ligne, elle migre progressivement vers les Tuamotu et nous, on est un peu dans une zone d'accalmie pour ce soir. Cette accalmie, elle est temporaire. Donc on s'attend de nouveau à une dégradation pour la journée de jeudi. Donc il y a toujours des averses, des grains orageux qui vont encore perdurer pour les îles de la société pour la journée de demain. Ce temps instable va progressivement en fait va se disloquer, hein, mais va se disloquer un peu lentement au cours du week-end. Donc on peut s'attendre au cours du week-end encore à des averses temporaires, mais pas à un épisode peut-être aussi marqué, épisode pluvieux, aussi marqué que ce qu'on en a ces derniers jours. Et la météo n'empêchera certainement pas les qualifiés pour la 4e édition de la Polynesian Battle Games de s'affronter au parc Vairai. L'événement se tiendra ce week-end. Cette année, 330 athlètes sont attendus, dont une dizaine d'internationaux qui ont fait spécialement le déplacement. À quelques jours du coup d'envoi, Liora Bounik et Désiré Teivao sont allés à la rencontre des participants pour prendre la température. Sueur, intensité et performance. En 2024, le parc Vairai s'est transformé en véritable arène de force et d'endurance. Les Polynesian Battle Games avaient réuni des athlètes survoltés, prêts à tout donner. Cette année encore, la pression monte à l'approche du coup d'envoi. L'excitation commence à monter et c'est ce qui nous anime. Moi personnellement je suis prêt, mon partenaire aussi, et puis on verra bien en fonction des entraînements qui nous seront donnés si c'est pour nous ou si on va devoir serrer les dents. On se sent prêt, on se sent en forme, on a hâte, on découdre. Et puis comme on dit, le meilleur gagne. Une nouveauté pour cette 4e édition, des qualifications avant la compétition. Un bon test pour les habitués et un retour remarqué pour certains. Après une longue absence, cette athlète termine première des qualifications. J'étais surprise des résultats. C'est vrai que quand tu arrêtes un an, tu as toutes les autres filles de ta catégorie qui continuaient à s'entraîner. Donc c'était compliqué pour moi de revenir en forme, de retrouver ma forme. Mais oui, belle surprise, je suis contente du résultat. Une première victoire est déjà un nouvel objectif, le podium. Mais la concurrence s'annonce relevée. Des athlètes venus de l'étranger entrent en jeu. Un défi de taille, une véritable fierté pour les organisateurs. Cette année, il y a pas mal d'internationaux qui commencent à arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent d'Italie. Moi-même, je suis accompagné par 2 athlètes françaises qui ont un gros palmarès. Et du coup, ça veut dire que ça fait son petit bonhomme de chemin et de plus en plus de gens sont conscients de la qualité de l'event. Mais les figures locales comptent bien défendre leur honneur, à commencer par Mike Vidal. S'il brille en gymnastique et en endurance, l'haltérophilie reste son talon d'Achille. Alors forcément, quand le premier WOD est sorti, il est allé scruter les moindres détails. Le premier WOD là, ça va, c'est du deadlift, assez lourd quand même. Bon, deadlift, je suis plutôt à l'aise en deadlift. C'est un format qui est, on va dire, court, un 21-15-9. Du coup, je pense bien finir sur celui-là.
Au programme, haltérophilie, gymnastique ou encore natation, il va falloir courir, ramer, pédaler, du sport et de l'effort, un spectacle garanti pour les curieux. On se donne rendez-vous à la PBG, week-end de Pâques, il y aura du combat, il y aura du spectacle. Let's go la team. Voilà, le rendez-vous est donc donné et celui qui organise cet événement est aussi parmi nous sur le plateau de TNTV. Arnaud Cressman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. On le voit, il y a vraiment un réel engouement pour la PBG, les Polynesian Battle Games, à tel point que des athlètes étrangers font le déplacement. C'était une évidence pour vous de mettre cet événement en place il y a 4 ans. Oui, c'était une évidence. Toutes les salles locales organisent leur propre événement. On s'était dit pourquoi pas faire quelque chose de neutre et que tout le monde puisse se rassembler. Et donc, dès la première édition, ça a tout de suite plu au public et aux athlètes. Et donc, d'année après année, on a vu que clairement, il fallait toujours plus d'athlètes, plus d'inscriptions. Le public a suivi aussi derrière. Et donc, voilà, pour cette 4e, on est très content des statistiques. Et vous êtes vous aussi, vous-même, passionné de CrossFit. Qu'est-ce qui vous anime concrètement dans cette discipline ? C'est le dépassement de soi, c'est aussi le rassemblement avec les copains, c'est tous les jours de la nouveauté, des nouveaux mouvements. On essaie toujours d'aller un peu plus loin, d'une autre manière. Ça mélange vraiment tout, donc ça c'est complet. Je pense que c'est un petit peu comme tous les sports, quoi. Il y a une drogue. C'est le dépassement de soi aussi, c'est ça, dépassement de soi. On essaie toujours de faire mieux qu'hier, voilà, de manière générale. Il y aura de la nouveauté cette année, il y en a un peu chaque année. Est-ce qu'on peut avoir un peu un avant-goût de ce qui va se passer cette année ? Oui, alors c'est vrai que tous les ans on trouve de la nouveauté. Alors les WOD, les Workout of the Day, sont dévoilés une semaine avant le jour J. Ce sont les enchaînements. C'est ça, voilà, c'est les challenges qu'on propose aux athlètes en individuel ou en équipe de 2. Et donc tous les ans, on amène une nouveauté pour vraiment frapper fort. Et cette année, on a du tir à l'arc avec la fédération tahitienne. Donc on mélange le tir à l'arc avec des mouvements de CrossFit, donc des mouvements qu'ils savent faire. Pour le coup, le tir à l'arc, ça sera une nouveauté pour beaucoup, quoi. Donc c'est ça la grosse surprise cette année. C'est un événement qui se fait uniquement en duo, par équipe, ou est-ce qu'on peut concourir seul ? La première édition était en équipe de 2. Et ensuite, on a ouvert donc en individuel. Donc c'est en individuel homme ou femme, ou en équipe de 2 homme ou femme. Et après, il y a différents niveaux, débutants, intermédiaires, RX, ce qu'on appelle RX. Et puis les très confirmés, ce qu'on appelle les élites. Alors pour cet événement, cette 4e édition, la marraine de l'événement est une athlète professionnelle très populaire dans l'Hexagone, Célia Gabiani. Elle réalise de très belles performances. Qui est-elle ? Célia, une athlète depuis, c'est une des premières athlètes françaises depuis que le CrossFit existe. Je crois qu'elle a participé à la première compétition officielle en métropole. Donc elle est aussi très présente sur les réseaux. Elle participe à beaucoup de compétitions internationales. Donc après, comme tout athlète, il y a une évolution, il y a des palmarès différents, il y a des objectifs différents. Et donc Célia a accepté de cette année participer à la PBG pour montrer un petit peu le niveau international et puis aussi pour pouvoir encourager, encadrer aussi les athlètes locales. Oui, c'est aussi un moment de partage. C'est ça, c'est l'objectif. Comme avait fait l'année dernière Mélodie Andréani, qui était venue, la compagne donc de Ellie qu'on a vu dans le reportage. Ça peut être aussi l'occasion pour nos athlètes locaux de se faire connaître, de se faire repérer. Oui, alors avec les réseaux sociaux aussi, ça permet aussi. Alors le repérage, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment en fonction des compétitions auxquelles ils vont participer. Il faut des moyens pour le faire. Il faut aller à l'international. Il n'y a pas de classement de compétition en compétition, à part les CrossFit Games. Mais oui, c'est l'occasion aussi de se faire un réseau. Et pourquoi pas, quand ils vont à l'étranger, d'aller échanger avec d'autres athlètes via les réseaux sociaux. Alors on parle de l'engouement du côté des athlètes, mais aussi il y a un réel engouement du côté des spectateurs qui sont de plus en plus nombreux à venir assister à l'événement. Vous avez même mis en place pour eux des gradins cette année. On imagine que la pluie ne viendra pas gâcher l'événement. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir participer à l'événement ? Alors on a mis une billetterie en ligne qui est sur notre site web, polynesianbattlegames.com, disponible. On a des points de vente aussi qui fermeront demain, donc jusqu'à midi à la salle CrossFit Black Box, à Tiperui et au Veima à la boutique Elite. Et ensuite sur place. Donc voilà, c'est tout à fait possible. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et il y a 2 types de passes, pour un pass pour accéder aux 3 jours ou alors pour une journée. C'est au choix. Très bien. Eh bien, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Arnaud Cressman d'avoir été notre 2e invité de ce journal. Rendez-vous donné donc pour les Polynesian Battle Games vendredi, samedi et dimanche au parc Vairei.
Le nouveau président de l'Université de Polynésie, Jean-Paul Pastorel, était notre invité de lundi. Il succède à Patrick Capolsini, qui a passé 8 ans à la tête de l'UPF et qui sera l'invité de l'émission Éclairage ce soir à 19h20. Dans cette phase de grande transformation de l'université, Patrick Capolsini évoque notamment les campus connectés pour permettre d'étudier dans les îles. On écoute un extrait. On a ouvert 5 campus, un par archipel. Nukuiva, Rangiroa, Raiatea, Tubuai et la Presqu'île, de manière à ce que des étudiants puissent trouver un lieu, donc que l'université soit incarnée dans un lieu. Alors c'est un endroit où on a des connexions Internet, de très bonnes connexions Internet. On a un coach, on a quelqu'un qui va pouvoir aider les étudiants techniquement, mais aussi sur la motivation, etc. Donc pour qu'ils puissent accéder à quelques diplômes. Hein. Tous les diplômes de l'université ne sont pas en ligne, mais un certain nombre de diplômes, en particulier les diplômes d'accès aux études universitaires, qui sont totalement en ligne et qui rencontrent un franc succès. Un bilan, mais aussi d'ambitieux projets pour les 3000 étudiants et pour l'université, qui est aussi le plus grand centre de recherche du Fénois. Éclairage, c'est avec donc Patrick Capolsini à 19h20 sur TNTV, présenté par Mike Léral. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Au programme également ce soir, l'émission de 0 à 100 km/h à 19h50. Retrouvez 2 épisodes de la série Damages. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.